Et par exemple, ces enfants de 9 ans qui m'avaient insulté de sale noir, comment se fait-il qu'à 9 ans, ils ont déjà des idées comme ça? Et donc c'est aussi le fait de dire aux enfants, faites très attention de ne pas reproduire certains schémas. Alors, si j'ai une fondation aujourd'hui, j'ai toujours tendance à dire que c'est dû à l'histoire de ma vie. Je suis né aux Antilles et je suis arrivé à Paris à l'âge de 9 ans. Et je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Pourquoi? Parce que dans cette classe de CM2 à Bois-Colombes, il y a des enfants qui m'ont insulté de sale noir. Et en fait, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était une vraie violence parce qu'en fait, on m'agressait. D'ailleurs, le jour où ça m'est arrivé, j'ai posé la question à ma maman et ma maman n'a pas su me répondre. Elle m'a dit, les gens sont racistes, c'est comme ça ne va pas changer. Et heureusement, en grandissant, je me suis posé des questions, j'ai rencontré des livres, des personnes qui m'ont donné à comprendre le pourquoi du racisme. Et aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai cette fondation où je fais des livres, où je vais discuter avec des élèves pour leur faire comprendre que le racisme a une histoire. Voilà. Et pour ça, pour moi, c'est très très important de comprendre que ce n'est pas quelque chose de naturel. Quels sont les principaux objectifs de votre fondation et quelles actions concrètes mettez-vous en place? Ce qui est pour moi fondamental, c'est que les personnes qui pourraient subir le racisme, le sexisme, l'homophobie ou les problématiques de religion, en fait, finissent par comprendre qu'ils n'ont pas de problème. Ce sont les racistes qui ont un problème. Parfois, ça peut déclencher quelque chose d'extrêmement négatif sur soi-même. On peut perdre l'estime de soi-même. On peut penser qu'on a un problème. Mais comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, ce sont avant tout des violences, il faut qu'on puisse en parler tranquillement, sereinement. Et par exemple, ces enfants de 9 ans qui m'avaient insulté de sale noir, comment se fait-il qu'à 9 ans, ils ont déjà des idées comme ça? Et donc c'est aussi le fait de dire aux enfants, faites très attention de ne pas reproduire certains schémas. Et c'est toujours emmené à se poser la question, pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi je pense ce que je pense. Et il faut que chacun de nous puisse grandir le plus libre possible. Et le plus libre possible, c'est avoir l'intelligence de ne pas juger les gens sur leur couleur de peau, sur leur religion, sur leur genre ou sur leur sexualité. Mais pour cela, il faut qu'on puisse discuter avec les enfants pour qu'ils puissent se dire « Ah oui, il ne faut pas que je refasse des schémas qui hiérarchisent les gens ». Pensez-vous que votre fondation a apporté des changements dans notre société? Si oui, quelles sont vos réussites majeures? C'est le fait de lier toutes les discriminations. C'est-à-dire que vous pouvez être un jeune garçon noir, dire que c'est pas bien le racisme lié à la couleur de la peau, mais par contre, vous pouvez avoir des discours homophobes contre les personnes homosexuelles. Vous pouvez être une personne d'une religion et dire ouais, on m'attaque sur ma religion, c'est pas une bonne chose. Mais par contre, vous pouvez être aussi raciste selon la couleur de peau. Et donc l'idée, c'est faire le lien. C'est-à-dire que chacun de nous, nous devons être en capacité de protéger l'autre. Ça, c'est très important. Et dans la Fondation, dès le départ, on a essayé de faire en sorte de faire le lien entre les discriminations. Parce que trop souvent, encore une fois, on ne s'occupe que de la discrimination qui vous touche. Et ça, c'est pas juste. Et je crois que je suis extrêmement heureux qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes essayent de faire le lien entre les discriminations. Nous avons travaillé sur la thématique de la mémoire de l'esclavage depuis 2018, en nous rendant notamment à Nantes. À l'heure où le racisme et les discriminations perdurent, en quoi c'est important, selon vous, de travailler sur ce sujet? Pourquoi il faut parler de l'esclavage? Pour réfléchir à la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant dans l'analyse de l'esclavage transatlantique, c'est comment on a construit la racialisation du monde.
on a construit l'idée qu'il y aurait des personnes dites noires inférieures et des personnes dites blanches supérieures. Et nous sommes le fruit de cette histoire. Moi, je reste persuadé que dans vos écoles, il y a encore ces hiérarchies selon la couleur de la peau. C'est-à-dire que les personnes plus claires de peau se pensent mieux, se pensent supérieures aux personnes de couleur plus foncée. Et ce qui est très intéressant même, c'est que même chez les personnes de couleur très foncée, en fait, il y a cette idée que peut-être ils sont inférieurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, notamment en Afrique, qui s'éclaircissent la peau. Parce que dans l'imaginaire collectif, être plus clair de peau, c'est mieux. En fait, voilà pourquoi il est intéressant de questionner l'histoire. C'est pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que l'histoire est très intéressante à analyser. Et l'histoire de l'esclavage transatlantique a enfermé les gens dans des schémas de supériorité. Et lorsqu'on analyse ça, c'est très important de comprendre qu'effectivement, notamment pour les personnes dites noires, qui comprennent que l'histoire ne commence pas par l'esclavage. L'histoire des populations noires ne commence pas par l'esclavage. Les personnes qu'on dit esclaves, ce sont des êtres humains avant tout. On essaye justement de dire aux gens, nous sommes le fruit de l'histoire. Chacun de nous ici, nous sommes le fruit d'une histoire. Et dans ces histoires, il y a des hiérarchies. Et ces hiérarchies ont tendance à se reproduire par habitude. On a toujours fait comme ça. Les filles, vous devez vous occuper de la maison. Mais pourquoi ? Et pourquoi lui, il fait rien, lui ? Non, mais ça a toujours été comme ça. Ok, ben, c'est pas juste que ce soit toujours comme ça. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut questionner nos habitudes ? Ou même parfois entre vous, vous allez voir peut-être que vous allez faire des blagues. Et dans ces blagues, les voleurs sont toujours les mêmes. Ceux qui ne sont pas intelligents, c'est toujours les mêmes. Ceux qui ont de l'argent, c'est toujours le même. Et à travers les blagues, c'est une façon de reproduire ces hiérarchies et reproduire ces violences. Comment voyez-vous l'évolution du combat contre le racisme dans le monde du sport et notamment dans le football depuis votre carrière de joueur ? Alors tout d'abord, le racisme qu'il y a dans le monde du football, ce n'est que le reflet du racisme qu'il y a dans la société. Donc ça veut dire que si on veut qu'il y ait moins de racisme dans le football, il faut combattre le racisme dans la société. Ça, c'est très important. Il faut notamment éduquer les personnes qui pourraient être victimes du racisme à prendre la parole. Parce qu'en règle générale, les victimes, on essaie de leur faire croire qu'il faut qu'ils restent dans le silence. Parce que généralement, lorsque vous êtes victime et que vous allez dénoncer les injustices, très souvent, on va vouloir minimiser les choses, ou pire encore, vous dire que c'est votre responsabilité. Et donc, c'est pour ça qu'il est très, très important de ne rien laisser passer. Rien laisser passer. Quand un joueur noir va dénoncer le racisme, à l'arbitre, par exemple, en disant « Non, mais qu'est-ce qui se passe ?» L'arbitre va lui demander de se calmer. « Calmez-vous, calmez-vous. » Le joueur ne se calme pas. Carton jaune, pour qu'il se calme. Parfois, ça peut même finir par le carton rouge. Comme ça, le joueur part et le match continue. Ou encore, vous allez voir, le joueur veut quitter le terrain parce qu'il en a marre. Tout le monde court derrière lui en disant « Non, mais il faut que tu restes. » Donc ça veut dire qu'il est violenté, mais s'il sort, en fait, il devient coupable parce qu'on ne peut plus jouer. Donc on lui demande d'accepter d'être violenté. Et donc en fait, lorsque vous êtes victime, n'acceptez pas d'être violenté. Jamais. Jamais. Et donc vous dites, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et donc c'est pour cela que j'invite les joueurs de foot à prendre la parole, à dénoncer le racisme. Il ne faut pas demander qu'aux victimes, il faut aussi demander aux gens qui ne subissent pas. Pourquoi ils ne font rien ? Pourquoi ils ne disent rien ? Ça, c'est très important. Ça veut dire que faire en sorte que la société soit meilleure, ça doit être le travail de tout un chacun. Moi, par exemple, quand j'étais joueur de foot, il y avait certains supporters qui faisaient le bruit du singe quand je jouais au foot. Tout d'abord, comprendre le mécanisme du racisme permet de regarder les choses à distance. Je dis très souvent, ils ne faisaient pas le bruit du chien
ou du perroquet. Pourquoi? Parce que, historiquement, dans les livres scolaires, on disait qu'il y avait plusieurs races et on disait que les personnes noires étaient le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Ça veut dire qu'il y avait le singe, après il y avait les personnes noires, et on montait, et tout en haut, il y avait la race parfaite qui était la race blanche. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui pensent encore être supérieures parce qu'ils sont plus clairs de peau. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant le racisme. Et c'est pour cela que c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas y échapper, parce que nous sommes le fruit d'une histoire. Monsieur Thuram, quels conseils donneriez-vous aux jeunes générations pour lutter contre le racisme et promouvoir l'inclusion? Et je dirais aux jeunes, pour que les choses avancent, ayez confiance en vous. Ayez des grands rêves. Vous avez le droit de rêver à tout. À tout. Il n'y a pas de limite. Vous rêvez à tout.